contribué à l'ouvrage au titre de psychanalyste. Et donc, la question que je posais, c'était qu'est-ce que le genre fait à la psychanalyse ? Donc, il n'aura évidemment échappé à personne que depuis les années 2000, en France notamment, certains psychanalystes se sont exprimés autour de certaines questions, notamment autour du Pax et plus récemment autour du mariage pour tous. Et ils ont annoncé déjà en 2000 une catastrophe anthropologique voire la fin de la civilisation, en raison notamment de la décomposition de la famille traditionnelle. D'autres ont vu avec un effroi à peine masqué l'avenir délétère et les troubles psychiques irréversibles des enfants issus de couples considérés contre nature. Donc il faut s'attendre au pire. Ce qui, moi, m'a posé souci, c'est qu'effectivement, ce sont des psychanalystes qui se sont exprimés. Oui, voilà, je sais que c'est souvent, ça va souvent, bien sûr, dans ce sens-là. Alors on s'est dit, à quelques-uns, et je remercie Michel Thor d'être là, puisque bien sûr c'est l'un de ceux qui a introduit ces études et critiqué un certain nombre de dogmes, notamment le dogme paternel, dans la psychanalyse, donc sa présence ici est très précieuse. Alors on s'est dit, après 2000, que peut-être que, comme la fin de la civilisation n'est pas arrivée, il y aurait eu une espèce d'accalmie, notamment chez certains. Eh bien non. Eh bien non. Ça a été presque pire. C'est-à-dire que les mêmes, quasiment les mêmes, ont reproduit à peu près les mêmes discours, ont écrit des tas de livres, par exemple « Je veux papa et maman ». C'est un titre de livre. Donc, on est prié de ne pas se moquer. Père et mère congédiés par la loi, etc., etc. L'homme sans gravité, bien sûr, avec comme sous-titre « Jouir à tout prix ». Bon. Donc, l'idée était là de dire que dans ce brouhaha médiatique, la première victime, si je puis dire, c'est la théorie freudienne. La question que moi je me suis posée en tout cas, c'est pourquoi une pratique, une méthode thérapeutique centrée sur l'analyse de la vie psychique, la psychoanalyse, inventée par un génial bonhomme quand même, qui s'est d'abord occupé du sexe des anguilles et de la cocaïne, enfin, je le rappelle parce que c'est quand même une préhistoire importante dans l'histoire de la psychanalyse. Pourquoi cette pratique, cette méthode sont devenus, dans la bouche de certains, une normalisation, voire une stigmatisation. Alors, je voudrais, puisque Marie-Elisabeth a cité tout à l'heure Gaël Rubin, je voudrais lire une citation de Gaël Rubin, qui a beaucoup travaillé sur l'articulation entre la psychanalyse et le genre, bien sûr. Elle écrit ceci, vous trouverez cette citation dans cet excellent ouvrage. Alors, la bataille entre la psychanalyse et le mouvement des femmes et le mouvement gay est devenue légendaire. Cette confrontation entre les révolutionnaires sexuels et l'établissement des cliniciens, alors évidemment, a été provoquée en partie par l'évolution de la psychanalyse aux États-Unis, où la tradition clinique a fétichisé l'anatomie. Transformant la loi morale en loi scientifique, c'est évidemment un glissement extrêmement important, transformant la loi morale en loi scientifique, la pratique clinique a servi à imposer la norme sexuelle à des participants indisciplinés. Le but des révoltes féministes et gays étant de démanteler le dispositif qui enrégimente la sexualité, une critique de la psychanalyse était de mise. Pourtant, donc voilà, donc elle s'interroge, je coupe, elle s'interroge, savoir pourquoi, là, il y a eu quelque chose, il y a une marche qui n'a pas été, un seuil qui n'a pas été franchi par certains psychanalystes, c'est-à-dire précisément la critique d'une certaine psychanalyse, et elle poursuit en disant « Pourtant, la psychanalyse présente un ensemble unique de concepts permettant de comprendre les hommes, les femmes et la sexualité. C'est une théorie de la sexualité dans la société humaine. Et le plus important est que la psychanalyse fournit une description des mécanismes par lesquels les sexes sont divisés et déformés. » Elle ajoute « Comme la psychanalyse est une théorie du genre, eh oui, c'est quand même spécial de dire ça, voilà.
Elle ajoute, c'est Gaëlle Rubin qui le dit, comme la psychanalyse est une théorie du genre, l'écarter serait suicidaire pour un mouvement politique qui se consacre à éradiquer la hiérarchie de genre, ou le genre lui-même. Bon, alors évidemment, quand on pratique la psychanalyse, on est évidemment intéressé par cette citation, donc ça m'a beaucoup intéressé. Alors, rapidement, 4 points. Ce que fait le genre à la psychanalyse. Premièrement, je vais le dire rapidement, parce que ça va être, sinon je ne vais pas déplier tout ça, mais la première chose, c'est que les études de genre et le genre historicisent la sexualité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le genre politise le corps. Ça, c'est un point qui est très important. C'est la politisation du sexuel et la politisation du corps. C'est-à-dire que, simplement, pour avoir un tout petit repérage historique, il est connu de tous maintenant qu'il y a eu mai 68, et que donc, juste après, il y a eu, en France en tout cas, une espèce de bouillon assez invraisemblable, très intéressant, de production intellectuelle autour de l'articulation entre la sexualité et la psychanalyse. Juste quelques repérages de date. 1972, c'est l'anti-Oedipe de Deleuze et Guattari. Donc il y a eu 68. 1972, Deleuze et Guattari, l'anti-Oedipe. 73, Monique Wittig, le corps lesbien. 74, c'est toute la fournée, si je puis dire, excusez-moi, je m'excuse auprès des féministes, toute la fournée embarquée par Antoinette Fouque sur psychanalyse et politique, avec Lucien Garay, Montrelais, etc., etc. En 74, Lacan répond à Deleuze et Guattari par le séminaire encore sur la jouissance féminine, et en 76, je vais arrêter là parce que sinon bon, c'est la volonté de savoir de Foucault. Donc entre 72 et 76, ce qui est quand même pas très beaucoup, quoi, en temps analytique. Entre 72 et 76, il y a une production qui s'intéresse véritablement à la rencontre entre le politique, la sexualité et le sexuel et la psychanalyse. Alors on peut se demander, mais où sont les psychanalystes ? Où sont les psychanalystes à ce moment-là ? Où est-ce qu'ils sont, en tout cas en France ? J'en sais rien, il faudrait faire une espèce de grande... bon, en tout cas. Donc là, il y a un moment qui est effectivement très important, c'est que dans les années 70, alors même qu'il y a certains psychanalystes qui rigidifient leur dogme, qui rigidifient leur pratique, il y a une politisation du corps et de la sexualité qui dépsychiatrise un petit peu toute cette affaire-là. Et qui réhistoricise, ou qui historicise en tout cas, c'est déjà ça, qui historicise la question de la différence des sexes. Bon. Troisième point, la sécularisation de la psychanalyse. Ça, c'est... les travaux de Florence m'ont beaucoup aidé à élaborer cette affaire-là. La sécularisation de la psychanalyse, bien sûr, sortir des dogmes religieux, et là je renvoie encore au livre de Michel Thor sur la fin du dogme paternel, où on voit bien comment il y a un discours proprement religieux, pastoral, dans la psychanalyse elle-même, et qui en fait a des effets extrêmement importants sur les pratiques, les conduites, et l'intériorisation des normes. Bien sûr. Et quatrième point, qui est très important, toujours pour mettre en perspective la question ce que le genre fait à la psychanalyse, c'est tenter de la sortir de l'emprise et de l'empire du médical, et notamment nosographique. Où là, on voit bien que ce qu'on a appelé longtemps la différence des sexes, c'est notamment une différence psychiatrique des sexes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le discours médical a été, et toujours d'ailleurs, très important, puisque quand on entend parler des psychanalystes, sur les sujets de le mariage, l'adoption, je ne sais trop, il y a une pathologisation de la vie psychique qui n'échappe à personne, puisque ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi cette pratique, je répète, pourquoi cette pratique qui est quand même partie du sexe des anguilles et de la cocaïne, s'est transformée en argument d'intimidation et de normalisation des pratiques de la vie psychique et des pratiques sexuelles. Voilà. Donc c'est simplement juste, quand même, je ne veux pas sauver Freud, mais d'abord il n'en a pas besoin, mais de reprendre quand même ce que Foucault avait dit dans l'histoire de la folie, où il dit lui-même il faut être juste avec Freud. C'est Foucault lui-même qui dit ça. Il faut être juste avec Freud, qui a été le premier, dit Foucault, à effacer le partage entre le normal et le pathologique. Bon. Donc ça, il y a un élément quand même qui est très important, et Freud n'a jamais dit autre chose, même si, en fait, il a dit aussi autre chose. Enfin bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 40 ans de théorie, on peut lui accorder quelques contradictions, voire quelques mauvaises foi, quand même. Mais malgré tout, quand même, dès le départ, il y a quelque chose auquel il tient très,
vraiment fort, c'est la dépathologisation du sexuel, ça c'est une chose très importante, et un terme qui revient très souvent dans le corpus freudien, c'est le terme de variation sexuelle. Alors, ce qui a été jeté dans le discours courant, c'est la question de la sexualité comme pervers polymorphe, c'est-à-dire dans le sens de polymorphie du sexuel. Ce qui est resté, c'est plutôt plus le côté un peu pervers de l'affaire. Je pense que ce qu'on pourrait se donner comme nouvelle perspective, c'est de substituer au terme pervers le terme de divers. Voilà, c'est-à-dire qu'on va passer à la mode divers.